Et ça Alors, fonctionne. attends. Bonjour. Ça y est, j'avais pas mis le micro, donc ça commençait bien. Salut! Salut. Par contre, il y a des participants en ligne, là, ils nous entendent hein, si on échange. OK. Mais par contre, on les voit pas. Non, c'est le principe du webinaire, en fait. Il n'y a que les conférenciers qu'on voit. Ah, d'accord. Enfin, non, je pense qu'on doit pouvoir les voir. Attends. Affichage intervenant, affichage galerie. Alors, du coup, quand même, bonjour. Bonjour, oui. Non, écoute, ça s'affiche. Moi, j'ai affichage intervenant ou affichage galerie, mais dans la galerie, néanmoins, je ne vois que toi. Bon, écoute, hein, voilà. Bon, c'est que c'est fait. Bon, en même temps, une fois qu'il va y avoir 100 personnes, on ne pourra pas voir les De toute façon, visages. après, ça fait d'éteindre poste, alors. Bon, Louis, tu as des nouvelles? Je pense qu'il va se connecter d'ici quelques minutes. Alors, J'ai vu Marie, merci. Alors, le chat n'apparaît pas. Nous faire monter une personne par le module questions-réponses. C'est la fonction qui s'appelle converser. Moi, j'ai dans les menus de Zoom questions et réponses où il y a 2 petites bulles et converser où il n'y en a qu'une. Par contre, les questions apparaissent en fonction du destinataire que vous sélectionnez dans le chat, c'est-à-dire tous les conférenciers, c'est Didier, Louis et moi-même, et tous les conférenciers et les participants, c'est complètement ouvert. Alors là, maintenant, du coup, il faut que je classe ces questions. Bon, j'attends encore 2-3 minutes et on commence. Je vois qu'il y a 77 participants. Quelle heure est-il? À 10h03. Bon, on y va, Marie, Louis? Okay. Bon, bonjour à tous et merci de vous être inscrits à ce webinaire pour présenter la promotion pays tiers, c'est-à-dire une aide pour accompagner les entreprises et les interprofessions à réaliser des programmes de promotion dans des pays en dehors de l'Union européenne. Donc, nous allons être 3 en fait, à réaliser cette présentation avec un support qui vous sera évidemment transmis ou en tout cas mis en ligne dès demain, ainsi que la décision qui encadre la mesure promotion pays tiers pour l'appel à projet qui va s'ouvrir, et sera aussi mis en ligne le guide utilisateur pour vous accompagner en fait dans tout ce qui est téléservice, téléprocédure pour réaliser votre demande d'aide. Donc, en conférencier, il y a moi-même, Didier Jossot, je suis délégué filière viticole et cidricole au sein de France Agrimaire. France Agrimaire étant un établissement public sous tutelle du ministère de l'Agriculture et qui a pour mission d'accompagner l'ensemble des filières agricoles et aussi la filière pêche, d'où le nom de mer aussi dans le nom d'établissement.
et Marie Touvet et Louis Ledo, qui sont les deux autres conférenciers qui ont en charge l'unité promotion au sein de France Agrimaire et qui mettent en œuvre et qui travaillent au quotidien sur cette mesure de promotion des vins, en tout cas dans les pays tiers. Alors, quelques règles de fonctionnement sur ce webinaire. Donc, l'objectif est bien de vous présenter le dispositif d'aide pour l'appel à projet qui s'ouvre, enfin, qui a été ouvert hier et qui va se clôturer à la fin du mois d'octobre. Donc, vous pouvez constater, il n'y a pas de prise de parole possible. Par contre, on vous invite à formuler vos questions via le chat de ce webinaire. Alors, le chat, ce n'est pas questions et réponses, on va plutôt utiliser le module Converser qui se trouve aussi en option dans la barre d'outils de Zoom. Et nous essaierons d'apporter les réponses, les principales réponses en tout cas, après la présentation que nous allons réaliser. Alors évidemment, le support de présentation, le guide utilisateur ainsi que la décision vous seront mis en ligne dès demain, en fait, puisque nous avons deux webinaires, il y en a un aujourd'hui et un demain. Et donc, dès demain, nous allons mettre en ligne sur le site de France Agrimaire l'ensemble de ces documents. Si je peux vous les envoyer par mail, parce que vous avez saisi tous vos mails, mais ce n'est pas a priori évident de récupérer les listes mail via ce webinaire, donc je vous les enverrai sinon par mail directement. Donc, nous, on a souhaité, France Agrimaire, organiser deux webinaires sur cette mesure. C'est une nouveauté cette année parce qu'on souhaite mobiliser beaucoup plus largement cette mesure d'accompagnement aux actions de promotion des vins dans les pays, alors je le précise bien, en dehors de l'Union européenne. On a conduit avec les responsables professionnels de la filière vin un important travail depuis plus d'un an de redéfinition de la mesure, de manière à ce qu'il y ait une meilleure adéquation aux besoins des entreprises et des interprofessions. Donc, effectivement, on souhaite expliquer le plus largement possible et essayer de faire en sorte que des entreprises et aussi des interprofessions qui ne mobilisent pas cette mesure la mobilisent, puisqu'elle nous semble intéressante et fondamentale pour la filière. Ensuite, vous le savez très bien, le contexte actuel est quand même synonyme de beaucoup de marchés déprimés qui nous conduit, pouvoir public, à renforcer l'accompagnement des acteurs économiques. Et puis enfin, une nouveauté pour 2021 par rapport à cette mesure qui me semble importante pour la filière vin, à savoir que le Royaume-Uni, vous le savez avec le Brexit, devrait sortir de l'Union européenne au 1er janvier. Et donc, cela constitue, à notre avis, une réelle opportunité pour l'ensemble des acteurs de la filière pour bénéficier de l'effet levier de cette mesure sur des actions de promotion au Royaume-Uni, actions de promotion que vous réalisez peut-être déjà habituellement, mais pour lesquelles vous n'avez jamais eu d'accompagnement financier public, en tous les cas, de la part de l'État ou de l'Union européenne. Et donc là, ce sera a priori possible. Je dis bien a priori, mais on va en reparler. Donc voilà. Alors par contre, Louis, si tu m'as pris le contrôle de mon écran, je pensais qu'on pouvait le partager. Je ne peux plus dérouler mon PowerPoint. Voilà, merci. Du coup, c'est toi qui le fais, Louis, c'est ça? Non, ça y est, je te l'ai rendu. Ok, ça marche, merci. Donc effectivement, on a travaillé avec la profession pour redéfinir cette mesure de manière à ce qu'elle soit, et on l'espère, plus simple, c'est-à-dire plus claire dans sa mise en œuvre et dans les objets de cette mesure, plus sûr aussi pour vous, opérateurs, et pour nous, instructeurs de la mesure, par rapport à des corps de contrôle, puisque c'est de l'argent public et il y a effectivement des contrôles qui sont réalisés sur cette aide qui est versée aux entreprises et aux interprofessions, et aussi plus efficace dans sa mise en œuvre, de manière à pouvoir l'instruire beaucoup plus rapidement et les aides beaucoup plus rapidement. Donc, c'est pour nous, en tous les cas, cette mesure a vraiment un réel effet levier pour vos campagnes de promotion. Effectivement, donc, je tiens à le préciser puisque j'ai eu des questions au préalable à ce webinaire. Cette mesure promotion pays tiers, pour ceux qui ne la connaîtraient pas,
c'est bien une aide publique européenne inscrite dans le programme de l'Organisation commune de marché. Donc, il y a un règlement européen qui cadre cette mesure. Elle est mobilisée par plusieurs États membres de l'Europe pour faire la promotion des vins. Ses objectifs, puisqu'ils sont doubles, c'est d'améliorer la compétitivité des vins de l'Union européenne et donc des vins français, limiter aux vins AOC, AOP aussi, IGP et mention de cépage. L'autre objectif est aussi de développer leur image de qualité et de notoriété dans les pays tiers à travers des actions de promotion. Alors, à qui s'adresse cette mesure? Qui peut mobiliser cette aide européenne? Eh bien, ce sont les interprofessions, ce sont les entreprises privées, que ce soit les producteurs, les coopératives, les négociants, mais ça peut être aussi des associations, des GIE ou des organisations de producteurs. Et quels sont les pays concernés par cette mesure? Donc, ce sont bien les pays dans les pays tiers, c'est-à-dire hors Union européenne, ou groupes de pays tiers. Dans la décision qui encadre cette mesure, on a défini des groupes de pays tiers. Si vous avez des actions à réaliser par exemple en Afrique et qu'il y a 3 à 4 pays concernés par l'Afrique, enfin africains en tout cas, vous pouvez mobiliser cette mesure, mais sur le groupe Afrique, enfin on ne rentre pas trop dans le détail, mais voilà, c'est soit des groupes, soit des groupes de pays, soit des pays tiers identifiés, soit même des zones en fait dans certains pays comme les États au niveau des États-Unis. Il peut y avoir un seul État en fait d'identifier dans l'action que vous réalisez. Et ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est qu'effectivement, UK intègre les pays tiers au 1er janvier 2021. À ce jour, il n'y a pas, en tous les cas, d'informations contraires sur le fait que UK quitte l'Europe au 1er janvier 2021. Donc, les actions vers ce pays deviennent éligibles dès le 1er janvier. Par contre, on n'est toujours pas à l'abri avec les Britanniques d'ici le 31 décembre d'avoir en fait une surprise. Et donc, si la période de transition devait être reportée, à ce moment-là, nous tiendrons compte de l'éligibilité des actions et donc des dépenses engagées à compter de la date de sortie effective de l'Union européenne du Royaume-Uni. Donc, si le Royaume-Uni sort fin mars 2021, par exemple, eh bien, toutes les actions réalisées entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 seront éligibles à la mesure. Cette mesure comporte une enveloppe de 80 millions d'euros. Ce qui est intéressant pour 2021, comme cette année d'ailleurs, c'est que cette mesure bénéficie d'un taux d'aide exceptionnel porté à 60% du budget de vos programmes de promotion, contre 50% habituellement. Ce taux d'aide exceptionnel provient d'un règlement, on va dire, dérogatoire au règlement de base, suite aux difficultés rencontrées par la filière viticole française, mais pas que, en ce qui concerne les taxes mises en œuvre par les États-Unis sur les vins importés. Donc, l'Union européenne a effectivement pris un règlement qui permet d'appliquer un taux de 60%, et ce jusque début 2021, ce qui nous permet d'intégrer cet appel à projet avec ce taux à 60%. Ensuite, nous avons aussi la possibilité, c'est aussi exceptionnel, de verser une avance à hauteur de 36% du budget retenu, ce qui est en fait une avance à hauteur de 60% du budget de l'aide, enfin de l'aide octroyée, donc d'où 36%. Et ce qui est aussi intéressant par rapport à ce règlement dérogatoire des taxes américaines, c'est qu'il permet aussi, et a fortiori face à l'incertitude des marchés actuellement avec la crise sanitaire qui bouleverse l'ensemble de l'économie mondiale, face à l'incertitude, il permet une souplesse exceptionnelle pour l'ensemble de cet appel à projet dans la mise en œuvre de vos actions de promotion. Souplesse qui veut dire que voilà, vous pouvez modifier vos programmes de promotion par rapport à ce que vous aviez prévu. Si vous ne réalisez pas exactement ce que vous avez prévu, vous aurez en fait toutes les souplesses nécessaires pour adapter votre programme
en 2021. Alors, la période d'appel à projet, l'appel à projet a été ouvert hier, et il va se clôturer le 30 octobre, à la fin du mois d'octobre. Vous avez un mois et demi pour déposer vos dossiers. Les actions de promotion sont à conduire entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, donc pour toute l'année civile 2021. Et ensuite, les demandes de paiement sont à déposer avant le 31 mai 2022. Alors, comme c'est une aide publique, il y a effectivement un certain nombre d'exigences à respecter. Ce que l'on souhaite signifier dans cette présentation, c'est tout d'abord de bien vous alerter sur le fait que les vins éligibles mis en avant, comme je disais tout à l'heure, ne sont que les AOC, AOP, IGP et vins sans IG avec mention de cépage. Les vins sans IG sans mention de cépage ne sont pas éligibles à cette mesure. Les spiritueux ne sont pas éligibles non plus à cette mesure. Voilà, donc ça, ça peut être une difficulté. En tout cas, quand vous réalisez des actions de promotion, vous pouvez avoir toute votre gamme dans ces actions de promotion, mais à savoir que seuls les vins qui relèvent de ces segments seront éligibles à la mesure. Ensuite, ce qui est important aussi de retenir, c'est que l'éligibilité des actions de promotion des vins doivent bien être distinctes des activités commerciales. C'est-à-dire que ce n'est pas une aide pour vendre, même si on sait bien que la finalité, c'est quand même pour vous de vendre vos produits, mais pour la Commission européenne et dans sa définition, on accompagne des activités de promotion, on n'accompagne pas des activités de vente. Voilà, donc là, je sais que la frontière est ténue, je sais que cela fait l'objet très souvent de discussions avec les opérateurs. Il faut juste, en tous les cas, nous avons construit la mesure et redéfini la mesure de manière à ce que ce soit très clair dans dans le dossier de demande d'aide et dans ensuite les justificatifs de réalisation. Mais Marie et Louis vous en parleront juste après à travers des exemples très concrets sur ces actions de promotion. Au niveau du calendrier, ce qui est important aussi de retenir, c'est que, comme toute aide publique d'ailleurs, le dépôt des projets doit être préalable à la mise en œuvre de ces projets. Donc, autrement dit, quand vous faites une demande d'aide, vous ne devez pas déjà avoir engagé en fait les actions. C'est des actions alors en théorie, que vous devrez réaliser en 2021. Et la demande d'aide est à déposer avant le 30 octobre 2020. Donc, on peut aisément penser qu'il y a effectivement bien une distinction entre le temps où vous déposez votre projet et le temps où vous le réalisez. Mais cela doit aussi se traduire dans l'ensemble des documents comptables, notamment des devis ou des appels d'offres qui doivent être réalisés après le dépôt du projet. Ensuite, le financement doit être nécessairement engagé donc après le dépôt des projets et pas avant. Et puis enfin, ça c'est aussi très important, il doit y avoir une traçabilité très précise des fonds. Donc ça c'est obligatoire. Donc chaque dépense doit être rattachée à l'activité de promotion demandée à l'aide. Bon, mais aujourd'hui, la manière dont on a construit l'aide vous accompagne dans le respect en fait de ces exigences. Et notamment, effectivement, à partir de cette année, on a une dématérialisation complète du processus, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, puisque tout était papier. Donc là, on est bien sur un processus totalement dématérialisé, avec une saisie de la demande d'aide, mais aussi de la demande de paiement à venir sur le portail Vitipromotion, avec l'adresse qui vous est présentée ici. Vous avez sur ce portail l'ensemble des événements de promotion éligibles qui sont donc prédéfinis, ce qu'on appelle des fiches événements. Et puis, tout échange avec France Agrimaire a lieu via ce téléservice. Et enfin, dès que vous avez votre programme conventionné, c'est-à-dire dès que vous avez déposé votre demande d'aide, France Agrimaire va conventionner avec vous votre programme de promotion. Vous avez accès à un entrepôt de factures qui vous permet au fil de l'eau, de dématérialiser, de stocker l'ensemble des pièces justificatives qui va vous permettre de faciliter la constitution de votre demande de paiement qui sera déposée donc avant le mois de mai 2022 pour les actions à réaliser. Alors la mesure, elle est construite sur une architecture
on va dire, un peu simple. Nous avons, donc ça c'est réglementaire, on n'a pas le choix, hein. Il y a 5 actions qui sont définies dans la réglementation européenne. Et quand vous réalisez un programme de promotion, alors il y a un peu de sémantique particulière sur cette mesure. Nous, on appelle ça une opération de promotion. Une opération de promotion, c'est une définition par pays ou groupe de pays. Donc, autrement dit, vous avez un cadre qui est élaboré pays par pays ou par groupe de pays. On appelle ça une opération. Et dans cette opération de promotion, vous pouvez mobiliser 1, 2, 3, 4 ou 5 actions donc, que vous avez ici. Vous pouvez tout mobiliser ou qu'une seule action. Donc, soit action 1, relations publiques, soit une action 2, donc des actions de promotion pour des salons internationaux, soit vous pouvez réaliser des campagnes d'information, donc ça c'est ce qu'on appelle l'action 3, soit des études de marché, action 4 ou action 5, études d'évaluation. Alors, par expérience, l'ensemble des entreprises et des interprofessions mobilisent principalement l'action 1, relations publiques, dans laquelle vous avez, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 types d'événements possibles. Et ce sont ces types d'événements qui sont clairement définis aujourd'hui et on va vous préciser les choses dans les diapos qui suivent. Donc, vous pouvez conduire des actions de publicité, vous pouvez conduire des actions d'animation, de formation à la connaissance des vins, de dégustation, de relations avec la presse, évidemment. Vous pouvez aussi organiser des voyages de vos importateurs sur votre lieu de production. Et vous pouvez aussi mobiliser les nouvelles technologies, sites web et réseaux sociaux pour communiquer sur vos vins. Et vous pouvez aussi réaliser des actions de sponsoring pur, strict, donc très spécifiques, pour effectivement mettre en avant vos vins. Et donc, pour chaque type d'événement, le principe général que nous avons suivi pour la rénovation de cette mesure de promotion et la rendre effectivement plus simple et plus sûre en termes de réalisation et d'instruction, c'est d'avoir un large panel de dépenses éligibles pour accompagner vos projets de promotion. C'est ce que je disais en introduction, d'avoir la meilleure adéquation avec vos besoins pour la promotion des vins, mais avec la contrainte effectivement d'un cadre réglementaire et d'une aide publique. Et donc, on s'est efforcé à définir une liste prédéfinie de justificatifs attendus. Et on s'est efforcé dans la définition de cette liste de justificatifs à réduire pour chaque type d'événement, chaque action de promotion que vous allez réaliser, à réduire en fait le justificatif à un justificatif pour justifier de la réalisation de votre action de promotion et un justificatif pour justifier de la dépense engagée en lien avec cette action de promotion. Et donc, il y a effectivement, dans le cadre réglementaire que nous avons défini, il y a toutes ces précisions sur les justificatifs attendus et quel type de justificatif. Donc, je passe la parole à Marie qui va effectivement vous présenter ce cadre de type d'événement. Didier, est-ce que tu pourras quand même changer les diapos parce que je n'ai pas compris comment reprendre la main sur le PowerPoint. Donc, pour illustrer ce travail de rationalisation des justificatifs qu'on met les uns en rapport avec les autres, je vais vous présenter quelques événements pour bien montrer ça. Ça n'est jamais qu'une version colorée de l'annexe de la décision, l'annexe 1 de la décision qui est vraiment la partie de la réglementation qui a changé, donc que je vous invite à consulter en cas de doute. Donc là, on s'est efforcé, en lien avec les professionnels, de définir à chaque fois une preuve de réalisation accessible. Alors parfois, il y en a, malheureusement, parfois il y en a encore plusieurs, je vous expliquerai dans quel cas et pourquoi, mais la plupart du temps, il y a vraiment une preuve pour chaque exigence réglementaire et c'est vraiment, on s'est efforcé de faire en sorte que ce soit fiable en fait pour vous de savoir ce qui est attendu parce qu'il y a vraiment une très large variété d'événements de promotion qui sont éligibles et de dépenses. Donc si on prend l'exemple ici, les publicités et annonces dans les médias,
Donc, on s'est efforcé de regrouper là-dedans tous les événements qui se justifiaient de la même manière pour vous. Donc, effectivement, que ce soit la presse numérique ou la presse tout court, on a considéré que les dépenses admissibles là-dedans, c'était des frais de conception et de support, donc tout ce qui est design de la publicité, des frais de diffusion, donc ça c'est ce que vous achetez, l'espace dans la page papier, dans la plage horaire radio ou dans la page web. Et puis, pour pouvoir avoir ces prestations de conception, de support de diffusion, etc., votre propre temps de travail, éventuellement les déplacements qui s'imposeraient. Donc, pour montrer que l'action s'est bien réalisée et que cette action porte bien sur des vins éligibles, c'est le support de communication qui est utilisé. Donc, c'est le même qui permet de vérifier aussi l'éligibilité des vins. Et donc, il y a lieu de justifier le pays cible puisque les pays sont traités financièrement indépendamment les uns des autres. Donc, on s'est dit que quand on avait une campagne qui portait sur plusieurs pays, eh bien, on pouvait utiliser par défaut, si on n'avait pas dans le contrat de la prestation la cible bien mentionnée, on pouvait utiliser, proratiser au chiffre d'affaires en fait, de l'opérateur entre ces pays. Comme avant, les frais de référencement sont exclus. Donc, Didier a évoqué avec vous la question des activités qui sont purement commerciales. Donc, en fait, il faut qu'on puisse montrer qu'on finance bien de l'activité de promotion et pas simplement de l'activité commerciale. Et donc, ça ne suffit pas un simple référencement dans un catalogue. Il faut qu'il y ait un message de promotion. Donc, on a essayé de le préciser. Alors, on peut changer d'événements et vous allez voir que le même raisonnement s'applique. Didier, s'il te plaît, est-ce que tu peux me changer de diapo? Oh, je n'y arrive pas. Ah. Ah, c'est bon? Ouais. Donc, encore un événement de communication. Donc, celui-là, placement sponsoring. Donc, il est redéfini un petit peu par rapport au passé pour qu'on n'ait pas plusieurs types d'événements mélangés les uns avec les autres. Donc là, on a centré le placement, le sponsoring, c'est basé sur un contrat de placement et de sponsoring. Donc on peut donner aussi des supports de communication qui sont issus de ce contrat. Et donc, il est facile de voir sur quoi porte le contrat. Donc, évidemment, quels sont les vins mis en avant, quel est le pays, lorsque on se base sur ce contrat-là. Et vous observez, si vous êtes connaisseur de la mesure, qu'il n'y a pas les frais qui seraient liés éventuellement aux side events de ces activités de placement et de sponsoring. Ceux-là, ils sont à présenter dans les types d'événements qui leur correspondent. Ça permet comme ça de bien clarifier. À la partie sponsoring correspond la justification du sponsoring. À la partie dégustation ou salon qui est à côté ou animation correspond une fiche événement animation, ce qui permet quand même de connaître à chaque fois la liste des justificatifs correspondants en classant les événements les uns par rapport aux autres. Et c'est comme ça que c'est fait dans la téléprocédure. Donc normalement, vous ne pouvez pas vous tromper et mettre les mauvais justificatifs parce que vous n'aurez pas dans les menus déroulants la possibilité de les y saisir. Est-ce que tu peux passer à l'événement suivant? Le B2B, une action de promotion dont il est un petit peu ambitieux de montrer à chaque fois la preuve de réalisation. Donc là, on a réfléchi aussi avec la profession. Comment est-ce qu'une action qui laisse peu de traces peut quand même être vérifiable et qu'on peut vraiment contrôler le bon déroulement de ces actions. Donc là, on a travaillé sur la preuve de réalisation, on s'est recentré sur des déclarations qui
regroupe les informations dont on a besoin, date et lieu, 20 mis en avant, liste des participants. Et c'est ce qui nous permet à la fois de vérifier quels sont les 20 mis en avant, de vérifier que ça s'est bien produit, qu'il y a bien un lieu de l'événement, qu'on va pouvoir recouper évidemment avec les dépenses qui sont liées à l'organisation de ces événements. Donc les dépenses, c'est évidemment les frais de personnel, parce que la plupart des dégustations B2B font intervenir directement l'opérateur ou son prestataire. Parfois, donc c'est un prestataire et c'est pas un opérateur, donc on va avoir les prestations d'animation. Bien entendu des échantillons et généralement aussi des supports de communication qui sont préparés pour ça. Donc, cette dégustation B2B, quand elle a lieu en marge d'un autre événement, elle se justifie par elle-même, puisqu'elle a sa propre preuve de réalisation, c'est-à-dire la déclaration qui montre qu'elle a eu lieu. Donc, je pense qu'on peut passer à la suivante, salons internationaux. Donc ça, c'est un événement qui est un petit peu particulier et dans la mesure où il y a beaucoup de salons dont on s'interroge sur le fait qu'ils soient internationaux ou pas. La plupart d'entre eux aujourd'hui sont... en tout cas, il n'y a pas de recensement à l'entrée sur la nationalité des visiteurs. On a choisi de bien distinguer les salons internationaux des autres salons. Il existe des salons qui sont potentiellement nationaux, et ceux-là sont regroupés dans une autre fiche événement, donc avec les mini-salons et les dégustations grand public. Les salons internationaux, c'est vraiment une liste fermée de salons qui sont prédéfinis. Dans la téléprocédure, vous trouvez cette liste. Elle est potentiellement, on peut la mettre à jour sur consultation des professionnels, mais alors, celui qui ne trouve pas son salon, ça veut dire qu'il n'est pas dans cette action 2, mais dans l'action 1, et que donc il n'est pas considéré comme indiscutablement international cette année-là. De toute façon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas éligible. Alors, quelles sont les dépenses aussi qu'on a retenues, qui sont les dépenses standards pour un salon? Ce sont évidemment les réservations et locations d'espaces de salon, les supports de communication dans lesquels on intègre les stands, puisque ce sont quasiment en fait des gros supports de communication, bien entendu les frais de dégustation, donc échantillons, prestations d'animation, mais aussi de réception, de traiteur, donc de la location de matériel. Donc, normalement, tous les frais éligibles sont déjà prévus. Donc, les frais que vous ne trouvez pas, c'est que leur éligibilité n'est pas avérée. Et donc, nous, on pense qu'il était utile de vous guider pour ne demander que des frais qui sont effectivement éligibles à l'aide. Là encore, parmi les preuves de réalisation, on a accès sur votre déclaration en précisant ce qu'il devait y avoir dans cette déclaration, donc le programme, les participants, les vins mis en avant. C'est ce qui sert à vérifier qu'il s'agit bien des vins qui sont ciblés par le dispositif communautaire. Et effectivement, une photo datée, on l'a bien vu, quelque chose qui est apprécié par les contrôleurs pour illustrer la présence des opérateurs sur ces salons. Donc là, bon, évidemment, le lieu n'est pas à justifier. Je vais passer la parole, je vais faire une aparté parce que par rapport au chat, il y a une question sur l'année 2020 par rapport à l'année 2021 sur l'événement Internet réseaux sociaux. Et donc, l'événement Internet réseaux sociaux, il a été recaréné durant l'année 2020 avec la profession. Et donc, il est introduit et ouvert aux entreprises sur le même modèle des fiches événements qu'on vient de voir dans la décision 2021. Et donc, il est accessible pour 2021. Néanmoins, pour l'année 2020, il y a des actions sur Internet qui sont possibles. Relations presse, par exemple, ça ne distinguait pas la presse numérique du reste de la presse, bien sûr. Mais on a trouvé comment sécuriser la justification et le financement des actions des entreprises en matière de communication numérique. Et donc, ça figure bien dans l'annexe 1 de la décision. Je passe la parole à Louis qui va vous expliquer un peu plus comment fonctionne le portail. On répondra aux questions à la fin de la présentation, parce qu'il y a plusieurs questions sur Internet, réseaux sociaux, et puis il y a des questions aussi sur les dépenses. J'ai perdu le contrôle. Est-ce que tu peux revenir sur l'écran? Voilà. Voilà.
Alors, comme on l'a dit, c'est une mesure qui a été entièrement dématérialisée et avant d'accéder au téléservice, il y a une petite étape d'inscription via le portail. Donc, il y a un espace qui est commun aux différentes applications de France Agrimaire, notamment Viti Investissement ou Viti Restructuration. Donc, il y a une étape préalable à l'accès à l'application qui est la connexion à ce portail. Si vous êtes déjà inscrit sur d'autres applications, vous trouverez l'application Viti Promotion dans ce portail. Il suffira d'ajouter cette application aux différentes applications que vous avez. Sinon, s'il s'agit de votre première inscription, il faut cliquer sur l'onglet « M'inscrire » en bas à droite et suivre les différentes démarches qui sont guidées. Vous avez une explication sur l'inscription ici sur l'écran au niveau de la visite guidée. Je vous alerte sur le fait qu'il y a un petit délai avant la réception d'un identifiant qui est unique, qui est reçu par courrier, qui peut prendre 8 à 10 jours après la finalisation de votre inscription. Et donc, je vous invite à vous inscrire le plus rapidement possible pour avoir accès à l'application et pouvoir déposer votre dépôt de candidature. On peut passer à la diapo suivante. Donc, vous avez une fois inscrit sur le portail connecté à l'application Viti Promotion, vous pouvez déposer un dépôt de candidature et cette candidature va être guidée pas à pas. Donc, d'abord, on va commencer par une présentation de votre établissement, le type de structure, donc dans une liste qui a été présentée, une interprofession, structure collective ou un négociant. Vous devez déclarer votre dénomination commerciale et un certain nombre d'informations, notamment les adresses et contacts qui vont être utilisés tout au long des échanges que nous allons avoir avec vous, notamment pour vous transmettre votre convention ou vous poser des questions sur la complétude ou sur l'instruction. Vous allez ensuite déclarer une activité de production liée au type de structure et ensuite faire la présentation de votre programme, donc, qui, comme on vous l'a dit, est guidé. Je peux passer à la diapo suivante. Du coup, on a une présentation du programme qui va permettre de construire un budget prévisionnel pour l'année de réalisation 2020. Donc, on sélectionne soit un pays cible, soit une zone de pays, un type de programme, on précise si on a une assurance COFAS, et ensuite, l'ensemble des pays vont s'ajouter dans ce tableau des pays du programme, dans lequel je peux ajouter une fiche événement prédéfinie et construire mes budgets pas à pas. Donc, quand on ajoute une fiche événement qui a été prédéfinie, est-ce qu'on peut passer à la diapo encore suivante? Au sein des fiches événements, je sélectionne dans mon pays, Canada, par exemple, un type d'événement salon international qui se trouve dans l'action 2. Là, je peux préciser le nom de la manifestation, la période en laquelle elle a lieu, une description de l'événement qui va nous permettre de s'assurer de l'éligibilité de cette action au-delà du salon, des objectifs. Je précise les vins que j'ai mis en avant et je vais pouvoir construire dans cette fiche événement mon budget. La diapo suivante. Donc, le budget se construit par grand type de dépenses, frais de personnel ou frais de transport ou des frais d'hébergement et de séjour, qui sont éligibles dans ce type d'événement, le salon international. Pour les études, par exemple, les frais de transport ne sont pas forcément éligibles et ne seront pas présentés. J'ai aussi donc un type de dépense qui s'appelle la prestation de services et d'achat, où je retrouve les dépenses qui sont listées à l'annexe 1 de la décision, et donc les dépenses de prestations qui sont éligibles pour ce type d'événement. J'ajoute ligne par ligne, je peux préciser le budget total ou je peux préciser le budget total ou être plus précis si j'ai des éléments. Et ensuite, le total s'effectue de lui-même et s'ajoute au pays. On construit l'ensemble du budget comme ça, pas à pas, par type d'événement, par type de dépenses. On peut passer à la diapo suivante. Et, donc, je poursuis. Allez, vas-y. Donc, on construit le projet pas à pas par fiche événement. On valide, une fois le projet est construit, on peut valider cette demande qui sera instruite par France Agrimaire. Donc, on a une validation des projets qui se fait de manière dématérialisée. On reçoit une notification d'éligibilité ou de rejet de la demande. Suite à une fois que le dossier a été accepté, on construit une convention et proposée à l'opérateur
sur la base du projet déposé, donc qui rappelle l'ensemble des pays et des actions qui seront à mettre en œuvre en 2021. La convention est signée par les deux parties. Et une fois la convention créée, elle permet d'accéder à l'outil pour justifier les actions et les dépenses et constituer le dossier de demande de paiement. Dès qu'on a la convention, en fait, toutes les dépenses peuvent être rajoutées, peuvent être mises. On est déjà passé à la demande de paiement. Si tu veux. Effectivement, ensuite, comme ça, dans la demande de paiement, on a pu cette année s'exonérer quand même de ces lourds dossiers papier dans lesquels il était ardu de relier les preuves de réalisation aux dépenses. Donc là, vous avez des exemples du génie dont tout le monde a pu faire preuve dans le classement avec des gommettes, des fascicules ou des classeurs, des cahiers. En fait, maintenant, on peut directement relier une dépense, qualifier la dépense, expliciter ce qu'elle est, et on peut directement la relier à un événement. Donc, la question de la quantité de justificatifs est quand même vraiment facilitée par ce travail de liaison et de prédéfinition. Didier, est-ce que tu peux changer de diapo? Je change. Autre avantage de la dématérialisation, c'est le fait que les frais de personnel sont directement rattachés aux événements, puisque c'est dans l'événement que vous créez le temps, que vous déclarez le temps des différents personnels. Donc, ça nous exonère du timesheet qui était élaboré avant, globalement, et dont on se demandait ensuite à quel événement il fallait relier l'heure de travail de monsieur ou de madame. Donc là, c'est directement, vous avez comme une sorte d'entrepôt des personnels en plus, où vous déclarez leur coût horaire, et puis ensuite vous faites appel à ces personnels dans les différents événements pour déclarer des heures passées. Et enfin, dernier avantage, outre le classement et la fin des timesheets, selon nous, pour les opérateurs, c'est que sur des dossiers aussi volumineux et aussi importants, il y a un risque d'oubli qu'on constate en fait, qui est élevé. Et donc, on a un volume on a un module de vérification qui permet de passer en revue les pièces obligatoires, qui permet de passer en revue les factures qui ne seraient pas affectées, les participants dont on n'aurait pas déclaré le taux horaire, les événements dont le budget ne serait pas complètement consolidé. Et donc, un module de vérification des oublis qui nous semble vraiment faciliter la vie, surtout que le module, le portail est accessible dès le conventionnement, et donc il se peut que l'opérateur ait commencé à saisir des informations près d'un an avant la conclusion de sa demande de paiement, s'il a voulu utiliser le module d'entrepôt de facture. Donc, on propose quand même une vérification. Et on peut passer à la dernière diapo, si je ne m'abuse. Donc, pour vous rappeler, le portail pour déposer vos demandes d'aide, donc qui est ouvert depuis hier 10 h, et l'adresse institutionnelle de l'unité promotion, donc si vous avez des questions sur la réglementation, donc qui est modérée par un agent de l'unité promotion et dont on s'efforce de tracer les réponses qu'on vous apporte. Bien. On essaie de répondre à des questions. Elles ont été assez nombreuses. Il y en a une, je te laisserai peut-être Marie répondre sur une inquiétude un peu générale qui s'exprime par plusieurs participants sur ce que j'ai dit par rapport au devis ou appel d'offres avant la date de dépôt du dossier de demande d'aide. Et donc, il y a des questions sur quelle est la date à prendre en compte. Est-ce que c'est la date à laquelle on a sollicité une entreprise, on a ouvert un appel d'offres, que c'est la date à laquelle on a approuvé, on a donc choisi en fait un prestataire. Voilà. Et du coup, les questions aussi qui ressortent, c'est la difficulté qu'il pourrait y avoir à constituer un dossier
de demande d'aide si on n'a pas en fait connaissance au préalable de tous ces coûts au moment où on dépose le dossier de demande d'aide. Alors, sur le premier aspect, effectivement, il y a une fenêtre de tir quand même à connaître. C'est pour ça qu'on voulait vous le préciser. Et vous ne pouvez pas engager de dépenses que vous nous déclareriez avant la clôture de l'appel à projet. Mais vous pouvez quand même réserver vos salons, etc. Souvent, c'est à l'automne précédant l'année, après la date de clôture, parce qu'il y a quand même un principe général qu'on doit vérifier, qui est l'incitativité de l'aide. Et donc, c'est de bien montrer que c'est parce que vous êtes aidé que vous pouvez mettre en œuvre ces actions de promotion. Donc, c'est peut-être un peu artificiel, mais il a bien fallu prendre un point de repère. Donc, vous pouvez décider et réserver vos salons entre la date de clôture de l'appel à projet et la date de démarrage des actions, c'est-à-dire avant le 1er janvier. Pour les appels d'offres, qui sont aussi des manières d'anticiper sur la dépense qui aura lieu, c'est la date de l'engagement juridique qui compte pour la dépense. Donc, c'est celle-là qui doit être postérieure à la date de clôture de l'appel à projet. Donc, vous pouvez avoir votre appel d'offres avant, vous pouvez avoir pour certains d'entre vous des appels d'offres pluriannuels même, hein, mais l'engagement juridique pour le paiement, lui, il doit être postérieur à cette date de clôture de l'appel à projet pour que le dossier soit conforme à cette règle d'incitativité qui est une règle européenne transversale. En ce qui concerne vos incertitudes sur les coûts supportés que vous allez supporter pendant l'année de réalisation, là on peut quand même être rassurant puisque le budget prévisionnel que vous établissez dans la demande d'aide, il est quand même seulement prévisionnel. Donc il vous permet de constituer un budget réaliste, il vous permet de tester par rapport à votre projet la part de ce projet-là qui serait éligible, c'est-à-dire que si vous avez des coûts qui ne rentrent pas dans la demande d'aide, c'est qu'en fait, ils ne sont pas éligibles, donc ça fera partie des montants que vous ne pourrez pas déclarer pour une prise en charge à 60%. Mais par contre, il ne vous engage pas dans la taille des différents coûts à respecter l'équilibre entre les montants des différents coûts, ni même la nature des coûts. De surcroît, grâce au règlement qu'a évoqué Didier en début de réunion, le règlement exceptionnel qui a été pris suite à la remontée des taxes aux États-Unis, il y a vraiment un assouplissement du régime de modification par rapport les connaisseurs du dispositif savent qu'il est extrêmement rigide en temps normal. Là, l'assouplissement va jusqu'à permettre que vous créiez des actions. Donc, ça veut dire que si vous avez déclaré un certain budget pour faire quelque chose, finalement, vous ne pouvez pas le faire. Ce budget, il n'est pas perdu, il est réaffectable à l'action que vous avez réellement fait. Donc, dans votre demande d'aide, dans votre demande de paiement, après la réalisation de votre action, vous déclarez ce que vous avez vraiment fait. À nouveau, il y aura un tamis qui vous permet de ne déclarer que des choses qui sont finançables. Donc, vous ne pourrez encore pas déclarer des frais qui ne sont pas prévus dans la décision parce qu'il y a des menus déroulants. Quand vous ne trouvez pas, c'est que ce n'est pas possible, quoi. Mais par contre, tout ce que vous trouvez à mettre dans les menus déroulants, c'est déclarable et les changements pour l'année de réalisation 2019, l'année de réalisation 2020 et l'année de réalisation 2021, ils sont tous autorisés. Donc, normalement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce sujet des modifications de budget, encore moins quand ces modifications de budget sont carrément des modifications d'action. Et pour compléter, la notification de ces modifications pourra être réalisée au moment de la demande de paiement, donc en mai 2022, et pas forcément, on ne vous impose pas de notifier au fil de l'eau toutes ces modifications à FranceAgriMer. Parce qu'il y avait une question aussi à ce sujet, est-ce qu'on doit notifier à FranceAgriMer systématiquement les modifications du projet? Non, l'application derrière le téléservice vous imposera, avant de déposer votre demande de paiement, de recaler en fait votre projet tel qu'il a été réalisé par rapport à ce que vous aviez demandé à l'aide. En fait, ces modifications, elles ne sont même pas approuvées par FranceAgriMer grâce à ce nouveau régime. Donc, elles donneront lieu à des modifications de votre convention. Mais par contre, il n'y a pas d'avis préalable. Du coup, effectivement, la téléprocédure, elle est conçue de telle sorte que vous déclarez ce que vous avez fait. Comme réglementairement, vous êtes toujours tenu de le notifier à FranceAgriMer, même si on ne vous répond pas qu'on est d'accord ou pas, c'est la téléprocédure qui va déduire par comparaison avec ce que vous aviez déclaré dans votre demande d'aide, les modifications que vous avez faites et qui va vous dire toutes ces modifications ont été détectées, voulez-vous les notifier, et donc ça les notifiera en même temps que ça demandera le paiement de ce que vous avez déclaré.
Donc ça simplifie radicalement le régime de notification des modifications qui existaient au préalable. Alors ensuite, il y a une question, Marie, là, sur les notifications des dossiers. Une fois que les demandes d'aide vont être déposées au 30 octobre, quel est le calendrier? À quel moment on va notifier les conventions aux opérateurs qui ont été retenus? Et est-ce qu'il y aura une sélection des dossiers en fonction de l'enveloppe? Alors, j'espère que non. À la fois, ce serait un bon signal, ça voudrait dire que le dispositif redevient attractif, et en même temps, ce serait compliqué pour nous. Donc, nous, on espère que l'enveloppe est suffisante par rapport aux années précédentes, et ce qu'on étudie, normalement, elle est suffisante pour qu'il n'y ait pas de sélection entre les bénéficiaires à opérer cette année non plus. Il faudrait que les bénéficiaires soient 2 ou 3 fois plus nombreux, et même si on est plein d'espoir, on pense qu'on est réaliste quand même avec le dimensionnement de l'enveloppe et que ça évitera ça. Au niveau du temps de retour par rapport à la demande de paiement, ce qu'on observe depuis qu'on a dématérialisé, pardon, la demande d'aide, excusez-moi, je confonds, on observe depuis qu'on a dématérialisé la demande d'aide qu'on est en capacité de répondre de plus en plus vite parce que l'information est suffisamment bien classée pour qu'on l'analyse rapidement, d'une part, et d'autre part parce que les dossiers sont de plus en plus éligibles. Comme les opérateurs sont guidés pour ne demander que des choses éligibles, en général, il y a de moins en moins de discussions avec les opérateurs pour écarter des dépenses. Donc, notre objectif, comme l'année dernière, c'est d'avoir notifié tout au plus vite. L'année dernière, c'était fin février. Cette année, c'est pour fin janvier qu'on s'est fixé comme objectif d'avoir notifié 100% des réponses aux demandes d'aide. C'est un objectif qui nous paraît d'autant plus important à atteindre que cette notification avant le 3 février nous permet d'inscrire ces aides dans un règlement exceptionnel qui est lié à la remontée des taxes américaines, mais qui n'a qu'une durée d'application d'1 an, et donc dont l'application se termine au 3 février. Donc on veut absolument vous notifier les aides avant le 3 février afin que vous puissiez bénéficier du taux d'aide de 60%. Alors, au niveau de la date d'appel à projet, je tiens à préciser, je vais vérifier le site internet parce qu'on dirait qu'il y a peut-être une coquille sur le site internet. Les dates, c'est bien 15 septembre et pas 2 octobre. Hein. Il y a quelqu'un qui nous a signalé qu'il y avait probablement une coquille sur le site internet, donc ça, on va vérifier. C'est bien ouvert depuis hier à 10 h et ça termine le 30 octobre, de manière à ce que le processus d'approbation, d'analyse des dossiers puisse avoir lieu et qu'on puisse notifier les réponses au plus vite et en tout état de cause avant cette date du 3 février. Alors, par rapport aux grands changements, par rapport aux années précédentes, je vois aussi le minimum de 10 000 € par pays. Je vais faire un petit focus sur ce règlement exceptionnel justement qu'on applique en ce moment. Donc, en gros, il apporte des changements très significatifs. Sur un premier aspect, c'est les modifications de projet. Ces modifications de projet, en premier lieu, elles sont toutes autorisées. Ça veut dire, vous pouvez abandonner des actions, vous pouvez abandonner des pays, vous pouvez créer des actions, vous pouvez créer des pays, sans effet de cliquet et sanctions qui seraient liées à l'importance de ces modifications, puisque la règle normale, c'est que les modifications trop importantes sont interdites, et les modifications les plus importantes, mais néanmoins autorisées, le sont à condition d'être approuvées par l'organisme payeur. Ces règles-là, c'est des règles communautaires qui sont très strictes, elles ont été retirées par ce règlement communautaire aussi, hein, pour rendre les adaptations plus simples par rapport aux désordres du marché, désordres du marché qui sont amplifiés par la crise Covid, mais qui avaient été initiés par la remontée des taxes. France-Agrimaire, par rapport à cette souplesse qui lui a été permis d'avoir dans l'analyse des modifications, a ajouté aussi le fait de descendre à zéro, descendre en dessous de 10 000 € par pays, parce qu'il y a un effet de cliquet sur la présentation. Autant on ne peut pas approuver une aide trop petite et qui ne serait pas suffisamment incitative au moment de déposer son dossier, autant on ne pénalise pas
une sous-réalisation qui serait liée à un accident de parcours et qui ferait descendre le niveau de réalisation en dessous d'un budget de 10 000 €. Donc ça, c'est sur le volet modification. Les notifications restent obligatoires, mais c'est la téléprocédure qui les fait. Par contre, toutes les modifications sont autorisées sans effet de cliquet. La seule contrainte qu'il reste du point de vue des modifications et sur laquelle nous, on juge utile de vous alerter, c'est que quand vous sollicitez une avance, elles sont cautionnées et que donc il faut quand même réaliser au-dessus de votre niveau d'avance parce que sinon, vous savez qu'elles sont récupérées, ces avances, non pas au niveau de l'avance, mais au niveau de la garantie. Donc, votre vigilance est attirée là-dessus, mais il n'y a plus de règles sur les modifications. Deuxième nouveauté pour les connaisseurs du dispositif apporté par le règlement US, c'est le taux d'aide, taux d'avance qui est supérieur et taux d'aide qui est supérieur. Ça ne dure qu'1 an. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu anticipé l'ouverture de l'appel à projet cette année pour pouvoir le traiter très vite et notifier pendant la durée d'application du taux d'aide porté à 60%. Troisième élément significatif, c'est la fin de la règle des 3+2. Donc, ceux qui connaissent le dispositif savent que les aides ne doivent pas être conduites plus de 5 ans pour la même opération. Donc, on a initié avec la profession un travail vraiment ambitieux pour essayer de définir ce que c'était que le même programme renouvelé plusieurs fois de suite, puisqu'on sait bien qu'en réalité, sur les marchés, c'est jamais tout à fait le même programme, c'est d'ailleurs jamais tout à fait le même marché. Et heureusement, cette règle-là qui tendait à limiter le maintien de la présence des entreprises sur les mêmes destinations, en tout cas, des entreprises et des interprofessions, est levée aussi. Donc, ça veut dire que, alors il reste toujours des petites contraintes administratives, on est toujours tenu de dire quand on poursuit son programme, pourquoi on le poursuit, et donc il y a toujours la petite, tout comme la notification de modification restait obligatoire, il y a toujours la petite justification, ça s'est bien passé, donc je demande la prolongation. Mais par contre, le nombre de prolongations n'est plus limité. Donc ça aussi, on s'en réjouit, même si il reste quelques scories en fait, de transmission d'informations obligatoires, même si ensuite elles ne sont pas utilisées dans un but de régulation de l'activité des opérateurs. Donc, je pense que j'ai fait le tour en ce qui concerne l'originalité de l'année 2021. Didier, si j'ai oublié un truc. Oui, je pense que... Donc, ça, c'est pour l'année 2021. Alors, il reste quand même un élément sur le calendrier dont on a parlé tout à l'heure et sur l'année 2021 sur lequel il faut vous apporter une information, c'est les reports. Les programmes sont indépendants d'une année sur l'autre et donc il n'y a pas de report possible d'une dépense qui serait effectuée par exemple en 2020 et puis l'action ne se réalise pas. Vous ne pouvez pas la présenter en 2021 quand l'action va se réaliser parce que les dépenses, elles doivent avoir lieu dans l'intervalle de réalisation des actions. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, je pense au salon, et là c'est aussi le règlement communautaire qui nous l'impose, vous ne pouvez pas utiliser les dépenses que vous avez réalisées en 2020 sur un salon, mais le salon ne s'est pas réalisé et c'est toujours valable en 2021. Votre dépense, elle aura été engagée trop tôt, puisqu'elle aura été engagée avant l'appel à projet là qui est ouvert en ce moment. Et donc, si vous en avez la possibilité, nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'obtenir un remboursement et un avoir, mais effectivement, vous ne pouvez pas représenter une dépense qui est déjà faite à l'aide pour l'année suivante. Il y a plusieurs questions aussi sur le cumul d'aides publiques. Je vous propose de faire une réponse rapide aussi sur les aides publiques. Alors, le taux d'aide maximum public pour les opérations de promotion, tout confondu, il est de 80%. Il faut qu'on puisse vérifier ce taux d'aide maximum. Donc, dans tous les cas, vous êtes amené à vous êtes obligé de nous signaler toute autre aide publique qui viserait les mêmes opérations que celles que vous soumettez à l'aide du FEAGA. Alors là, ça devient quand même un petit peu technique. Vous ne pouvez pas mobiliser le même fonds communautaire pour cofinancer non plus. Donc, c'est ce qui fait qu'on vous demande beaucoup de détails sur les crédits publics, notamment régionaux, que vous pourriez activer
en complément des crédits nationaux, parce que ça peut être d'autres fonds communautaires que les régions vous mobilisent voilà, à votre bénéfice. En ce qui concerne les aides ou les autres financements type BPI, assurance prospection. Les assurances prospection, elles ont la même cible la plupart du temps que les actions de promotion, voire elles sont un indice que ce ne sont pas des actions éligibles, mais vraiment que c'est de la pure prospection. Donc, si vous avez des assurances prospection qui visent exactement la même chose, ça n'est pas éligible. Donc, vous ne pouvez pas déclarer en même temps. Vous avez dans la téléprocédure un petit à cocher à chaque fois. Si j'ai une assurance COFAS qui vise exactement la même chose, ça ne marche pas. En ce qui concerne les aides BPI, là, c'est un petit peu différent. C'est vraiment la cible de l'aide qui doit être mise en évidence pour qu'on puisse voir si c'est bien la même chose qui est aidée dans un plafond de 80%. Donc là, c'est vraiment au cas par cas que sont déclarées dans votre plan de financement les autres aides type BPI. Donc pour que 60% d'aide France Agrimaire plus X% d'aide BPI ne puissent pas dépasser pour cette opération-là 80%. Sinon, c'est le dernier financeur qui doit s'auto-censurer pour pas que ça dépasse 80%. Là, on a quand même généralement des dossiers un petit peu complexes quand même et on revient vers vous quand vous déclarez ça. Nous, évidemment, au plus simple, on préfère, vu les taux d'aide majorés en vigueur en 2020 et 2021, approuver des opérations qui sont seulement aidées par le FEAGA. Ensuite, il y a des questions, Marie, sur les coûts, les frais de personnel. Est-ce qu'il faut des fiches de paye précises? Comment on fait quand c'est un gérant qui n'a pas de fiche de paye? Voilà, donc il y a quand même plusieurs questions autour de comment justifier des coûts horaires du personnel et comment voilà, on les estime pour des gérants, par exemple. Alors, d'abord, les frais de personnel des gérants sont des frais personnels et donc ils sont éligibles. Alors effectivement, de façon standard, on vous demande des fiches de paye, des contrats de travail, etc. Il n'y en a pas pour les gérants. En fait, c'est une situation quand même qui est assez rare. Donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas et que ça peut effectivement induire les opérateurs en erreur et leur laisser penser que les frais des gérants ne sont pas admissibles. Mais c'est faux. Quelle est la nouveauté dans la demande de paiement et dans la dématérialisation? C'est qu'on a vraiment pris le parti d'utiliser le commissaire aux comptes, dont l'action est obligatoire déjà depuis plusieurs années, pour simplifier la justification de ces frais de personnel. Donc, de la même manière que l'acquittement des factures est certifié par le commissaire aux comptes de façon obligatoire et que donc dans la téléprocédure, on ne vous demande plus les preuves d'acquittement, le coût horaire des personnels, il est obligatoirement certifié par le commissaire aux comptes ou l'expert comptable et donc on ne vous demande plus les documents qui permettent de recalculer ça. Donc, on vous fournit toujours une feuille de calcul du salaire horaire chargé parce qu'il y a des normes communautaires et elles sont aussi écrites dans le règlement sur la manière pour les salariés de déduire certaines charges et pas d'autres. Donc, il y a une méthodologie que le commissaire aux comptes est tenu d'utiliser. Donc, on continue à mettre en ligne la fiche de calcul du salaire horaire chargé qui permet de trier ce qu'on prend en compte, ce qu'on ne prend pas en compte. Mais le commissaire aux comptes, il est aussi capable d'établir sur la base de la comptabilité de l'entreprise, et donc là, il n'y a pas de salaire horaire chargé, hein, le coût horaire du dirigeant. Et c'est ça qui compte. Donc, il va certifier le coût horaire de chacun des personnels. On a aussi un document qui rattache ce personnel à l'entreprise parce qu'on est obligé de constater sur pièce, ça ne fait pas partie de ce que certifie le commissaire aux comptes, le rattachement des personnels effectifs à l'entreprise, excusez-moi, je fais un abus de langage, à l'entreprise ou à l'organisation, l'association, l'interprofession ou bien sûr la coopérative ou le GIE. Donc ça, c'est un document que la téléprocédure vous permettra directement d'éditer et que le commissaire aux comptes cachettera et que vous joindrez à votre demande de paiement, donc un an après, enfin dans 2 ans en fait, puisque vous avez à peu près 6 mois après la réalisation des actions pour justifier des coûts de personnel. Donc tous les personnels, mais sous réserve qu'ils soient bien rattachés à l'entreprise, que ce soit bien des personnels de l'entreprise, leurs frais sont présentables. Ils doivent tous être certifiés par le commissaire aux comptes.
Et c'est sur la base de ce coût horaire que dans les fiches événements, vous ventilez et vous créez leur timesheet. Vous ventilez les frais de personnel. Ces frais de personnel, ils sont plafonnés néanmoins à 10% du montant, du budget des actions. Alors, il y a aussi un paquet de questions sur les stands, les salons, notamment effectivement avec la crise sanitaire, on a aussi des salons virtuels qui se développent. Donc, est-ce que les frais engagés pour des salons virtuels sont éligibles? Ça, je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse, mais en tout cas, c'est une bonne question. Voilà. Et puis, il y a la question des salons et donc de savoir quels sont les frais qui peuvent être éligibles, dans le cas des stands sur des salons, des stands qui peuvent être accompagnés, subventionnés, sponsorisés par des interprofessions, par exemple, et comment, en fait, on prend en compte les dépenses pour l'entreprise qui bénéficie de cet espace qui a été mobilisé par l'Interpro. Alors là, c'est un sujet un peu technique. J'ai peur de mobiliser quand même toute l'Assemblée sur un sujet un peu trop précis et puis en plus pour être examiné sans exemple. Mais je vous renvoie à la décision qui, elle, est extrêmement précise sur ces cas-là. Donc, il y a des systèmes de refacturation interne entre les interprofessions et leurs membres entreprises. Sur lequel France Agrimaire, en fait, en gros, pour ne pas financer deux fois la même chose et pour pouvoir montrer qu'ils ne financent pas deux fois la même chose, en fait, on s'est mis d'accord, mais il y a fort longtemps. Donc, les factures internes ne peuvent pas être présentées par les deux, l'interprofession et son membre entreprise. Et donc, il y a écrit dessus, je suis une facture qui ne peut être présentée à l'aide par l'un ou l'autre. Donc, on vous demande d'écrire sur ces factures-là qu'elles sont communes en fait, à deux bénéficiaires de l'aide pour savoir en fait, qui peut la présenter. Et donc, ça, c'est tracé. Normalement, c'est complètement explicite dans la décision, je vous y renvoie. Sur les dates pour les salons, puisque je vois beaucoup de questions sur les dates, on n'a pas de marge de manœuvre par rapport aux dates. Donc, vous pouvez réserver vos salons à partir de la date, vous pouvez commencer à étudier tout ce que vous voulez à partir de maintenant. Vous pouvez avoir un acompte, un engagement juridique à partir de la date de clôture de l'appel à projet, donc là du 30 octobre en l'occurrence, mais effectivement pas avant, et donc c'est ce qui fait que les reports de dépenses ne sont pas possibles parce que la dépense elle aura été faite et acquittée avant le début du programme, et ça on n'a pas de marge de manœuvre là-dessus. Donc sur la question des salons virtuels, on a étudié le sujet en interne parce que ça nous a déjà été remonté. Les salons virtuels, aujourd'hui, ça a opinion sur rue, et il nous semble que dans les types de dépenses qu'on a prévus pour des salons non virtuels, on trouve les mêmes que pour des salons virtuels, c'est-à-dire des frais d'élaboration des supports de communication, puisque finalement, vous décorez des stands virtuels comme on décore des stands pas virtuels, vous envoyez les logos, etc., la campagne qui peut être faite sur les stands virtuels de la même manière. Vous avez des frais de réservation de location d'espace, même si c'est l'espace virtuel. Donc tout ça, c'est vrai, en fait, que le salon soit virtuel ou pas. Nous, il nous semble que c'est la même chose qu'un salon pas virtuel. Et que, sous réserve bien sûr, que ce soit les mêmes frais. C'est-à-dire que les frais qui n'auraient pas été autorisés sur un salon pas virtuel ne sont toujours pas autorisés sur un salon virtuel. Et notamment pour reboucler sur le sujet de Internet, bien que les dépenses de communication numérique des entreprises soient de nouveau prises en charge et cadrées, ce cadrage, il ne comporte pas ce que l'entreprise fait elle toute seule, et donc le temps de chat, etc. Donc, c'est des vraies campagnes virtuelles. Donc, ce qui se passe en marge du salon virtuel, soit c'est une vraie campagne virtuelle avec un prestataire qui fait un compte-rendu de prestation dont on peut voir le contenu, donc le message, les vins, la cible, etc. Et c'est finançable, que ce soit en marge d'un salon virtuel ou pas en marge d'un salon virtuel. Mais par contre, soit si vous faites un site internet aussi pour votre entreprise, une refonte, une recréation,
vous faites des pages web pour votre site entreprise, que ce soit parce que pendant le salon virtuel, vous vous attendez à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent consulter votre site, ou que ce soit juste parce que vous avez un nouveau site internet à faire, ça c'est pris en charge en 2021. Mais par contre, ce qui n'est pas pris en charge, en fait, c'est ce dont on n'arrive pas à tracer ni la matérialité de l'action, ni les 20 mis en avant, etc. C'est les frais un peu indirects rattachés, c'est-à-dire le temps de votre propre personnel qui met à jour le site ou le temps de votre propre personnel qui chatte. Néanmoins, il y a des frais de personnel quand même qui sont autorisés dans le cadre des salons, qu'ils soient virtuels ou pas, à hauteur de 10% des frais qu'ils coûtent. Et donc, ce temps-là, c'est du temps d'animation, de questions-réponses avec vos clients. Donc, il est éligible. Alors là, ça commence à devenir technique sur la lecture des... Oui, parce qu'il y avait une question aussi, Marie, juste sur Internet, réseaux sociaux, surtout réseaux sociaux, l'utilisation d'Instagram, etc. La cible, effectivement, sur un pays n'est pas évidente, hein, puisque potentiellement, c'est plusieurs pays dans le monde qui peuvent bénéficier de ces messages. Donc là, effectivement, il existe des règles en fait, assez claires hein, de répartition des coûts. Voilà, je ne sais pas, Marie, je te laisse préciser parce que c'est toi qui gères la mesure. Mais... Voilà, alors là, c'est pareil. En fait, quand on a un doute, on a toujours appliqué la même chose. Soit vous avez un contrat de prestation qui dit « c'est ma prestation pour le pays Chine ». Et donc, c'est écrit dans le contrat que ça va aller vers ce public-là. Et donc, même si quelqu'un d'autre qui n'est pas résident en Chine suivait l'animateur de réseaux sociaux, par exemple, que vous sollicitez, ça ne serait pas grave parce que c'est un contrat qui est fait pour la Chine, vous pouvez tracer, c'est dans le contrat, et donc nous aussi, on considère que le pays cible, il est clairement défini, c'est la Chine. Quand les campagnes sont multi-pays ou moins bien définies, on a choisi d'appliquer le même prorata qui est le prorata du chiffre d'affaires réalisé dans ce pays-là par rapport au chiffre d'affaires qui est réalisé partout. Et ça fait partie des données que vous déclarez dans la demande d'aide. Donc, chiffre d'affaires de l'entreprise hein, sur évidemment les ventes de ces produits dans l'ensemble des pays. Alors, sur la règle des 3+2, on a déjà répondu. Juste, on est d'accord que quand le devis est signé, c'est ce que nous, on appelle l'engagement juridique, en fait, Marie. Quand tu disais l'engagement de la dépense, c'est bien un devis signé, c'est déjà un engagement, en fait. Ce n'est pas le premier versement effectif. Non, effectivement, le premier versement, il a généralement lieu après. C'est bien l'engagement juridique, c'est bien la date de signature du contrat, ou quand c'est la signature du devis qui est proposée, la date de signature du devis, c'est bien le moment de l'émission Enfin, quand il y a un PV d'attribution qui dit c'est à ce moment-là que ça commence, ben c'est la date qui est écrite dessus. Donc, pas forcément la date de la signature, mais la date quand elle est précisée, qui est précisée dessus comme date d'engagement juridique. Donc, ça, c'est une question quand même qui est un peu difficile. C'est un peu difficile de vous donner des réponses générales parce qu'il y a vraiment quasiment autant de types d'engagement juridique que de contrats d'attribution et que de prestataires. Mais c'est vraiment, à chaque fois, on va remonter au fait générateur. Et le fait générateur le plus lointain qu'on puisse trouver, c'est l'engagement juridique. Et donc, si vous avez... c'est vraiment ça, c'est qu'on puisse rattacher à l'action qui va se dérouler en 2021, être sûr que ça se déroule bien en 2021 et que c'est bien validé et déterminé par le fait que vous avez reçu cette subvention. En fait, l'esprit qu'on cherche à certifier, à garantir, parce que ça fait partie vraiment des obligations de France Agrémaire, c'est que c'est bien parce qu'on a reçu l'aide qu'on est en capacité de mettre en œuvre l'action de promotion.
Alors, c'est vrai que c'est vraiment une contrainte, on en est conscient, mais c'est une contrainte qui est liée au versement d'aides publiques. C'est quelles que soient les aides publiques, qu'elles soient européennes, nationales, on a toujours ou même régionales, on a toujours cette contrainte, en fait, hein, d'avoir un engagement juridique de la dépense postérieur au dépôt du dossier. Et donc, ce n'est pas postérieur, parce que je vois qu'il y a une question là, Ouais. au 3 février. Non, c'est postérieur. D'abord, on espère que vous aurez vos conventions avant le 3 février. Le 3 février, c'est une date qui est liée au règlement taxe-US et qui permet d'avoir de la souplesse dans la mise en œuvre de l'appel à projet pour 2021. Donc, on espère bien vous transmettre les conventions le plus rapidement possible après le dépôt des dossiers, donc leur date limite au 30 octobre. Mais dès que vous avez en fait un accusé de réception, vous pouvez évidemment signer des devis et avoir des engagements juridiques de dépenses. On est d'accord, Marie? Oui, c'est dès que vous avez déposé votre dossier et en tout état de cause, comme tous les dossiers sont considérés comme déposés à la date de clôture de l'appel à projet, à la date de clôture de l'appel à projet. Et donc la nouveauté pour l'appel à projet 2021, quand même, c'est que nous avons ouvert beaucoup plus tôt l'appel à projet. D'habitude, l'appel à projet, il est sur octobre-novembre, ce qui complique encore plus ce sujet en fait, hein, d'engagement de dépenses sur un programme de promotion qui a lieu quelques semaines, enfin qui commencera quelques semaines après. Pour vous, c'est vrai que là, le fait d'avoir avancé l'appel à projet vous donne un peu plus de temps tout de même pour avoir des devis, en fait, des engagements juridiques postérieurs au 30 octobre qui reste quand même une date assez tôt par rapport à 2021, même si je comprends que pour certains d'entre vous, vous avez déjà des engagements ou des contrats qui peuvent être réalisés déjà maintenant, là, ou même avant. Et donc, voilà, vous ne pourrez pas rentrer dans le cadre de la mesure puisque il faudra au moins attendre le 30 octobre. Enfin, même un peu quelques jours après. Enfin, Donc, effectivement, par rapport à date de paiement, date de facture, si vous avez eu des discussions et une signature de contrat avant, ce n'est même pas la date de la facture qui va suffire. Si vous avez un contrat, il faut qu'il soit signé après. Si vous n'avez qu'une facture, il faut qu'elle soit au moins acquittée après. Ça dépend un petit peu des documents qui constituent votre engagement juridique avec votre prestataire et qui sont variables. Louis, il y a une petite question. C'est Valérie Pajotin, en fait, de l'ANIVA sur la téléprocédure pour la demande d'aide. Il y a peut-être un petit souci. Est-ce que c'est un problème de navigateur, peut-être? Ajouter une fiche ne fonctionne pas. On n'a pas encore remonté de problématique pour l'instant, mais je peux regarder. Ce serait l'ajout d'une fiche dans un programme pays qui ne fonctionnerait pas. Ouais. Bon, on va regarder, mais c'est vrai que ça peut être aussi des problèmes des navigateurs, hein, je crois, Louis, non? C'est possible. Après, on recommande Firefox et Chrome. Les autres navigateurs sont plus instables. Et vérifier si le problème concerne un seul opérateur ou plusieurs opérateurs. Alors, il y a une petite question rapide. Commissaire aux comptes, expert comptable. J'ai souvent dit commissaire aux comptes pour aller plus vite, mais commissaire aux comptes ou expert comptable, ça marche pour certifier les informations de vos déclarations qui sont le coût horaire et l'acquittement des factures à l'intérieur de la période de réalisation et au montant, le bon acquittement. Donc, quand on dit commissaire aux comptes depuis le début, c'est un abus de langage, en fait, c'est commissaire aux comptes ou expert comptable. Mais il certifie quand même lui-même, hein, donc il faut qu'il s'engage et qu'il tamponne la liste de ce qu'il certifie et puis qu'il nous procure l'attestation qui montre bien qu'il est bien un expert comptable ou un commissaire aux comptes. Voilà, que le gars qui signe est bien de cet acabit. J'ai l'impression qu'on n'a pas de nouvelles questions. Non, je pense qu'on a étudié à peu près toutes les questions. Sur les stands collectifs, moi j'ai cas d'un stand collectif sur salon, est-ce que les frais associés peuvent faire l'objet d'une prise en charge? Alors là, franchement, je ne comprends pas ce que c'est qu'un frais associé. Donc, ça, c'est effectivement sur l'outil question-réponse. Mais en ce qui concerne vraiment les frais pris en charge ou pas, je vous renvoie. On ne peut pas faire là de la pré-instruction, il faut quand même avoir le dossier sous les yeux. Je vous renvoie vraiment à l'annexe 1 de la décision qui donne les dépenses éligibles. Ce qui n'est pas écrit, c'est que ce n'est pas éligible.
Donc, si à la lecture de la décision, vous aviez encore un doute, bien entendu, formulez votre question précise par mail, hein, ça, c'est pas la question, mais normalement, dans le cas d'un salon, le fait qu'il soit collectif ou non, la démarche de location du stand, ça ne change pas les frais éligibles. La seule chose, c'est qu'on demandera aux acteurs qui vont collectivement de se déclarer quand ils sont également bénéficiaires à titre individuel, de la même manière que pour les interprofessions, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est de déclarer quand ils se refacturent les choses entre eux. Cette facture fait l'objet d'un financement de France Agrimaire et ne peut être déposée indépendamment par Monsieur Chose dans le cadre de son propre dossier. Donc on verra ces factures dans celui qui a porté la dépense, et puis les autres ne pourront pas présenter la même facture à l'aide. Mais ça, c'est vraiment précisé pour s'organiser collectivement sur qui a le droit de présenter les factures. C'est vraiment précisé dans la décision. Bien, on va clore ce webinaire. Ah oui, on vous a donc communiqué les références de la décision, mais comme je le disais en introduction, on mettra en ligne à la fois cette présentation, la décision pour l'appel à projet et le guide utilisateur. Et je vais essayer de vous le transmettre par mail, toutes ces informations, parce que je sais que sur notre site internet, c'est par contre pas forcément évident de trouver l'information. Le cheminement n'est pas forcément évident pour des personnes extérieures à France Agrimaire. Bien, et bien merci beaucoup pour votre participation à tous et par l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire, et j'espère que vous porterez aussi un intérêt à cette mesure et que vous la mobiliserez très largement pour vos programmes de promotion 2021. On est quand même convaincu que c'est une mesure qui peut vraiment avoir un réel effet levier pour vos entreprises et pour les interprofessions et pour l'ensemble donc de la filière vin. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. On débrief, Marie et Louis, on se reconnecte, on s'invite. Oui. À tout de suite. À tout de suite.